aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va vous donner des leçons d'agroécologie, mais bien les agriculteurs avec qui je travaille maintenant depuis plus de 15 ans. Et j'espère que je vais vous convaincre que ces agricultures qui viennent de pays lointains peuvent nous apprendre des choses également, à nous en Europe. Ce qu'on essaye de défendre, ça c'est une diapositive que j'ai empruntée à Dol Mackay avec qui je travaille ici au CEF. C'est quelque chose qu'il a vu et entendu à une conférence sur les biotechnologies et l'amélioration végétale en 2004. Donc voici une illustration d'un champ, d'un abatis sur brûlis chez les Amérindiens qui a été prise par Serge Bahuchet. Et ce qu'il a pu entendre, c'est justement un de ses voisins qui disait « mais c'est exactement les choses qu'on n'a pas envie de voir chez nous et des choses qu'il faut absolument éviter ». Or, justement, ces petites agricultures à petite échelle, on pense qu'elles peuvent nous apprendre énormément de choses et qu'elles méritent d'être étudiées avec attention. Alors, qu'est-ce qu'une agriculture du Sud à petite échelle? C'est une agriculture de subsistance, c'est-à-dire que la majorité des choses qui sont produites au sein de son agriculture, qui sont produites, sont destinées à l'autoconsommation. Très peu de choses vont être vendues ou alors pour des ventes, pour des choses des biens de consommation locaux. Alors, c'est en général effectué sur des petites surfaces, des cultures vivrières, en autonomie, sans intrants chimiques, sans pesticides, sans ce genre de choses. Elles sont aussi caractérisées par une très forte agrobiodiversité, c'est-à-dire à la fois une grande diversité des espèces qui y sont cultivées, mais aussi des variétés pour chaque espèce cultivée. Et du coup, elles ont un rôle très important dans tout ce qui est conservation in situ de cette diversité, en complémentarité bien sûr de ce qui peut se passer en ex situ. Le message vraiment qu'on voudrait faire passer, c'est que ce n'est pas une agriculture du passé, mais bien une agriculture qui peut nous donner des pistes pour le futur. Alors, qui suis-je? Je voulais quand même aussi vous parler de mon propre cheminement, parce que là, ce que je vais vous parler, c'est d'agriculture, mais avec un œil d'anthropologue. Mais en fait, je suis pas vraiment anthropologue parce que j'ai fait des études d'écologie. Donc, quand je suis arrivée en Vanuatu-en-Thé, j'étais effectivement une écologue agronome, parce que je sortais aussi d'école d'agronomie, et je voulais étudier un système agricole à base de taro. En fait, je me suis très vite aperçue qu'on ne pouvait pas étudier un système agricole si on n'intégrait pas l'homme qui plantait ces plantes dans le système. Mais plus que l'homme, en fait, c'est l'homme en société également que j'ai dû apprendre, que j'ai dû comprendre et également étudier. Donc c'est bien les interactions entre la société et l'environnement que je me suis amenée à étudier pour pouvoir comprendre le système agricole. Également, une petite définition sur qu'est-ce que le bioculturel, parce que ça, je vais vous en parler assez souvent. On parle de diversité biologique, de diversité culturelle, aussi de diversité bioculturelle. Donc il y a deux choses qu'il faut vraiment retenir lorsqu'on parle de bioculturel, c'est qu'il y a une très forte interaction entre la sphère culturelle et la sphère biologique. Et justement, il ne faut pas étudier la sphère biologique d'un côté, par exemple que des chercheurs qui vont étudier que la sphère biologique et d'autres chercheurs qui vont étudier que la sphère culturelle et après on va confronter des résultats. Non, l'intérêt c'est vraiment de comprendre ce qui se passe en intersection entre le biologique et le culturel. Donc ça c'est très important, c'est ce qu'on essaye de démontrer. Et la deuxième chose, c'est le type de méthode, le type d'approche qu'on utilise pour pouvoir comprendre cette interaction entre le biologique et le culturel. C'est d'avoir un petit peu les mêmes approches qu'ont pu avoir les anthropologues depuis très longtemps, c'est-à-dire un mélange entre l'émique et l'éthique. L'émique étant la manière dont on peut essayer de comprendre une société de l'intérieur, et ça, on peut le comprendre en vivant très longtemps dans une même société.
Et l'éthique, c'est quand on sort de cette société, on revient dans un milieu académique et on essaye de théoriser et de comparer les résultats qu'on a pu avoir sur le terrain avec d'autres endroits. C'est un petit peu les approches aussi qu'on retrouve, qu'on appelle bottom-up ou approche participative, c'est-à-dire qu'on va essayer de co-construire avec les gens localement les problématiques de recherche, les hypothèses et même les méthodes de recherche, comment est-ce qu'on peut répondre à ces questions de recherche. Et un des objectifs que j'aimerais faire passer également, mais ça des fois c'est pris comme étant un petit peu plus ésotérique, c'est d'essayer d'effacer les frontières qu'il peut y avoir entre ces mondes des humains et des non-humains. Parce qu'il y a des sociétés qui pensent que justement il n'y a pas de séparation entre l'homme et l'environnement, entre la nature et la culture, entre les humains et les non-humains. Mais que nous vivons ensemble au sein d'un même milieu. Et c'est là aussi, c'est une des grandes leçons aussi qu'on peut apprendre en vivant longtemps dans d'autres sociétés, dans d'autres cultures. Donc l'exemple que j'aime prendre particulièrement, c'est l'agriculture, donc ça tombe bien ici, parce que pour une fois, les humains sont pris comme des créateurs et non pas des créationnistes, des créateurs de biodiversité. C'est vrai que je suis plutôt positive et en règle générale, on entend toujours parler d'érosion de biodiversité. Et là, j'avais sous la main un exemple flagrant où l'homme et les femmes, évidemment, d'où la photo, sont des agents actifs de création de cette biodiversité. Donc pour ça, je vais vous faire voyager un petit peu. On va partir en Océanie. Ça se trouve dans le Pacifique Sud. Dans un pays qui s'appelle le Vanuatu, qui est un ancien condominium franco-anglais, qui est indépendant depuis 1980. Dans ce pays, j'ai choisi aussi d'aller le plus loin, au nord de ce pays, sur une île qui s'appelle le Vanuatu. Alors, qu'est-ce que le Vanuatu? Le Vanuatu est connu pour le saut du Gaulle. Ce sont les inventeurs du saut à l'élastique. C'est les Néo-Zélandais en fait qui ont découvert cette activité au Vanuatu, qui après en ont fait un sport. C'est aussi connu pour les volcans, son grande activité volcanique accessible facilement, pour une des plus belles épaves qu'on peut découvrir et forcément aussi pour la grande richesse culturelle qu'on peut y découvrir. Sur 80 îles, on parle plus d'une centaine de langues dans ce pays. Donc c'est un des pays où il y a la plus grande densité et diversité de langues par locuteur. Donc au Vanuatu, on va se déplacer donc, dans cette zone au nord, dans le groupe des Banks, sur une île qui s'appelle Vanuatu. Sur cette île, j'ai choisi de travailler préférentiellement dans un village qui s'appelle Vetumboso. Donc c'est un village de 650 habitants qui n'a pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de route, mais il y a un aéroport sur l'île à 5 heures de marche. Donc voilà, c'est un lieu qui est assez isolé, comme vous pouvez le voir par la végétation, où la terre est vraiment très très riche, vu que c'est une île volcanique. Et ce qui est un des éléments les plus flagrants de cette île, ce sont les taraudières. C'est tout un réseau de taraudières irriguées, donc une irrigation par alternance entre phase sèche et phase humide, qui n'avait pas été étudiée encore avant que j'arrive. Donc ça, c'était une très très belle découverte dès mon arrivée. Donc qu'est-ce que les taraudières? En fait, ce sont des endroits, c'est comme une rizière. Une rizière, à la place du riz, on trouve le taro. Le taro, qui est le Colocasia esculenta, qui est originaire du sud-est du Pacifique, d'Asie du Sud-Est, pardon, et du Pacifique Sud. C'est une plante annuelle, c'est-à-dire qu'on doit la replanter chaque année. Elle se propage de manière végétative. Alors ça, c'est très important pour la suite des événements. C'est parce que faut comprendre qu'à chaque fois que vous allez la planter, à chaque génération, vous allez pouvoir multiplier par 3, un pouvoir de 3, chaque pied de tarot peut être multiplié par 3 à chaque génération et ça donnera 3 tarots identiques. Donc vous faites du clonage.
C'est aussi un aliment de base, on en mange tous les jours, plus de 3 kilos par jour, donc c'est par personne, donc c'est quand même un aliment qui est fondamental pour cet endroit. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, la première chose, c'est que quand on parle de biodiversité, tout dépend de qui regarde cette biodiversité. Il y a différentes manières de percevoir, d'approcher, d'évaluer, de regarder cette biodiversité. Et là, justement, prenons cet exemple, on va regarder avec l'œil de l'agronome, l'œil du généticien et l'œil de l'agriculteur pour voir si on voit la même chose lorsqu'on regarde un champ de taro. Alors, on peut, lorsqu'on fait des inventaires à base de questionnaires dans ce village-là, j'ai réussi à dénombrer jusqu'à 96 catégories nommées de tarots dans un même village. C'est-à-dire qu'il y avait 96 noms différents de tarots dans ce village. Et chaque agriculteur cultivait en moyenne 20 tarots différents. Et après avoir planté ces tarots en station, décrit morphologiquement l'ensemble de ces tarots, on s'est rendu compte que cela correspondait à 96 formes morphologiques différentes, donc à 96 morphotypes. Et également, chose surprenante, c'est qu'on ne trouvait ni synonymie ni homonymie parmi ces 96 catégories nommées. Donc, c'est-à-dire que tous les tarots qui portent le même nom sont morphologiquement similaires. Et sur le plan génétique, on a allé voir également ce qui se passait. On aurait pu croire, comme dans le cas du manioc par exemple, où il y a une très forte diversité intraclonale, c'est-à-dire que les maniocs qui portent tous le même nom vont être différents sur le plan génétique. Or, dans ce cas-là, eh ben non, pour des tarots qui portaient le même nom, on se rend compte on s'aperçoit qu'ils appartiennent au même cluster, donc il y a une très très faible diversité génétique intraclonale. Ensuite, je suis allée voir comment est-ce qu'on pouvait nommer ces tarots, pourquoi est-ce qu'on utilisait tel nom et pas un autre, pour essayer de comprendre ce processus de diversification des tarots. Alors, la première possibilité, c'était que j'avais beaucoup de tarots, 80% à peu près, qui portaient le nom d'une personne. Or, lorsqu'on trouve un nouveau plant issu de graines, donc un jeune tarot qui pousse d'une graine dans une taraudière abandonnée, lorsqu'on la défriche, on peut trouver ces nouveaux tarots. Et si ce tarot se trouve être bon pour consommer, la personne qui l'a trouvé va la garder, la multiplier et la diffuser au plus grand nombre de personnes et il va lui donner son propre nom à ce tarot-là. Donc ça, c'est déjà une première découverte, dans le sens où, lorsque je suis arrivée au Vanuatu, les agronomes, en fait, me disaient que c'était extrêmement difficile de faire de la sélection sur tarot parce que les graines germaient très difficilement. Or, justement, on s'est rendu compte en étudiant, grâce à des enquêtes, la manière dont les gens nommaient ces tarots, que même si c'était difficile, c'était possible de sélectionner des tarots issus de graines. Et donc c'était une source de diversification, une source de génétique pour ces tarots-là. Alors j'avais un autre type de nom qui était assez étonnant, c'est que souvent j'avais un nom propre, comme Élie par exemple, auquel était ajouté un déterminant morphologique. Par exemple, dans ce cas-là, eh ben, j'avais Élie Mamé, un Élie rouge, parce que Mamé voulait dire rouge. Et en fait, ça s'était décrit comme un agriculteur qui arrivait, qui plantait un tarot qui s'appelait Élie. Et une fois qu'il l'avait planté, il trouvait que ce tarot avait changé de nom. Et du coup, avait changé de couleur. Il devenait plus rouge. Et du coup, il lui garde quand même ce nom de tarot Élie, et auquel il va ajouter le déterminant morphologique Mamé. Donc du coup, on garde la traçabilité. On sait que Élie Mamé a comme origine Élie, la plante mère, et on lui change tout de même son nom. Et ça se voit sur le plan génétique.
Comme vous pouvez voir là sur cette AFLP, on voit que les couples qui ont changé d'après le discours des agriculteurs, toujours, donc les 3 couples là qu'on peut voir qui ont changé, ils ont une variabilité intermittent qui est faible, mais qui est quand même plus élevée que pour une variabilité intraclonale. Donc là, le discours finalement de la génétique nous permet d'appuyer le discours des agriculteurs. Donc cela montre à quel point en fait l'œil des agriculteurs est suffisamment fin pour détecter la moindre différence dans les plantes qu'ils cultivent et ils sont là et ils scrutent jusqu'à leur donner des nouveaux noms dès que cette différence apparaît. Alors il y a bien évidemment d'autres manières de nommer vos tarots. Par exemple, elles peuvent avoir des noms d'îles différentes ou jusqu'à des pays différents. Parce que lorsque vous introduisez des tarots venant d'une autre île ou d'un autre pays, vous allez lui laisser ce nom d'origine. Jusqu'au moment où il va le perdre, il peut y avoir un processus d'oubli mémoriel. Et dans ce cas-là, le tarot va porter le nom d'un animal ou d'une plante auquel il ressemble. Là, toujours ce tarot qui est rouge, on l'appelle or, parce que or, en langue de l'île de Vanuatu, en vorees, ça veut dire écrevisse. Alors, pour résumer, effectivement, là, dans ce cas-là, on a bien un accord sur l'identification de ce qu'est un taro, ce qui est un cultivar dans le village de Vetumboso sur l'île de Vanuatu. On a bien un nom donné par des agriculteurs qui correspond à un morphotype qui est décrit par des critères morphologiques édictés par des agronomes et qui correspond à un génotype. Donc on a bien l'agriculteur qui s'entend avec l'agronome et le généticien. Par contre, là où il y a une différence, c'est sur la manière dont on va évaluer cette diversité. Est-ce une forte diversité, une faible diversité ? Là, le désaccord surgit. Pourquoi ? Parce que l'agriculteur, bien évidemment, pour lui, 96 noms de tarots, c'est énorme. Donc il y a une diversité culturelle qui est derrière, qui est très, très forte. Il y a également une très grande diversité morphologique, mais j'ai oublié de vous montrer, mais sur le diagramme ou avec les AFLP où on montre la diversité génétique du tarot, en fait la distance génétique est très faible. Même si chaque tarot se différencie les uns des autres, ils sont tous frères et sœurs, ils sont très très proches sur le plan génétique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont tous des tarots qui doivent descendre de 2 ou 3 pieds différents. Les tarots ne sont pas originaires du Vanuatu, ils viennent d'ailleurs et ils ont été introduits lors des vagues de migration des Austronésiens dans cette partie du monde. Donc ils amenaient avec eux 2, 3, 4 variétés cultivars différents. Et c'est à force justement de sélectionner la moindre mutation somatique, d'essayer d'importer des tarots un petit peu qui viennent d'ailleurs, qu'ils ont réussi à obtenir ces 96 formes de tarots différents. Mais à la base, la diversité génétique est vraiment très faible. Alors l'autre question évidemment qui doit vous venir aussi à l'esprit, mais c'est pourquoi conserve-t-il 96 cultivars de tarots pour un petit village de 650 habitants ? Ça paraît assez énorme. Alors, comme je vous ai dit, c'est un objet qui est consommé. Lorsque vous en mangez plus de 3,5 kg par personne et par jour, il vaut mieux diversifier la manière dont vous allez le préparer. Donc on peut le cuire à la vapeur dans des bambous, on peut le faire rôtir sur des fours à pierre, le cuire dans de l'eau, le faire bouillir, etc. Le manger de différentes manières. Donc forcément, à divers plats, diverses manières de cuire, il faut des qualités de chair de tarot différentes. C'est également un objet social. On le retrouve dans toutes les cérémonies. Donc vous avez certains cultivars de tarot que l'on se doit d'offrir lorsqu'il y a un mariage, lorsqu'il y a un décès. C'est également un objet qui est cultivé de manière différente. Vous pouvez le cultiver soit dans des marécages, dans la boue de marécage, soit carrément dans les pierres, dans des rivières. Donc on le coince avec des pierres, et c'est là d'ailleurs où il a les meilleurs rendements.
ou dans des taraudières irriguées, où je vous ai expliqué, vous avez une alternance entre des phases sèches et des phases irriguées. Donc là aussi, on peut se dire que pour pouvoir avoir pour qu'une même plante puisse s'adapter à des milieux, des agrosystèmes aussi différents, il faut une diversité. Or, lorsqu'on regarde les tarots qu'il faut pour répondre à toutes les performances agronomiques, donc les plus gros tarots, ceux qui poussent dans tous les agrosystèmes, ceux qu'on utilise pour répondre à toutes les recettes de cuisine et ceux qu'on utilise dans les cérémonies, eh ben, il nous faut seulement 6 cultivars de tarot. Ces 6 cultivars suffisent pour répondre à tous ces besoins-là. Et d'ailleurs, ça se voit bien, parce que lorsqu'on compte tous les pieds de tarot dans les taraudières, on se rend compte que ces 6 cultivars correspondent à 83% de tout ce qui est planté dans la taraudière. Alors, à quoi correspondent ces 90 autres cultivars? Alors, dans la littérature, vous trouvez souvent que les gens conservent une telle diversité pour des raisons esthétiques. Donc là, je vous laisse vous-même juger si tel est le cas ou pas. Mais je n'ai pas été, moi non plus, très convaincue par ce critère-là. Enfin, dans les enquêtes, en tout cas, ça ressortait très rarement. Par contre, comme je vous ai dit, ce qui a été fondamental, c'est de comprendre la manière dont les gens nommaient les tarots. Chaque personne qui va trouver un nouveau tarot va lui donner son nom. Et il y a 2 choses à savoir sur cette société. La première, c'est que on est dans un milieu qui est quand même un petit peu dur, dans le sens où il y a 5 mètres d'eau par an qui tombent sur le village. Ce qui veut dire que rien ne perdure, tout moisit, tout tombe, tout s'effrite. Il y a des cyclones, il y a des tremblements de terre. Donc les seules choses qui sont immuables dans ce paysage, ce sont les pierres. Et d'ailleurs, les pierres ont une très grande importance symbolique. Chaque histoire, chaque tribu a sa pierre qui montre, qui décrit l'histoire de cette tribu-là. Et il y a un autre élément qui va perdurer dans ce paysage malgré les années, ce sont les tarots. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, un tarot peut se multiplier de manière clonale. Donc vous plantez un tarot aujourd'hui, et si vous en prenez soin et que vous le multipliez bien chaque année, eh ben, il va persister d'année sur année. Donc lorsque vous trouvez un nouveau tarot et que vous lui donnez votre nom, vous vous garantissez votre immortalité, quelque part, au sein de cette société, parce que les gens se souviendront de vous grâce à votre tarot que vous avez laissé. Quand vous vous promenez dans une taraudière, moi souvent, en fait, il y avait des enfants qui venaient avec moi, et je me suis rendu compte que lorsqu'on rencontrait des nouveaux tarots, des nouveaux noms, c'était un prétexte pour raconter l'histoire de cet ancêtre. Donc, lorsque vous promenez dans une taraudière, c'est comme si vous vous promeniez dans une bibliothèque où chaque cultivar de tarot est une sorte de biographie d'un ancêtre et vous permet de raconter cette histoire-là. Donc ces tarots en plus ont la particularité de puiser dans le sol, donc d'être ancrés dans cette terre chargée de symboles. Où sont les ancêtres d'ailleurs? Ils sont vraiment dans la terre. Donc ça forme une sorte de continuité entre le passé et le présent, où vous êtes. Par exemple, une petite anecdote. Donc on mange là du tarot matin, midi et soir, hein, vous avez bien compris. Et une fois, je suis partie avec des gens du village sur une île voisine où il y avait aussi du tarot. Et au bout d'une semaine, ils m'ont quand même dit « Oh là là, il me tarde de rentrer chez moi, il me tarde de manger du tarot. » Je dis « Mais c'est pas possible, on est en train d'en manger encore tous les jours, t'en as pas marre, tu voudrais pas manger autre chose ?» Ah non, mais j'ai envie de manger mon tarot. Donc il y a plus qu'une plante, c'est plus qu'une plante seule, ou de l'amidon, ou un goût, ou je ne sais quoi. C'est vraiment une plante ancrée, une plante qui puise toute son énergie dans le sol de cette île où sont enterrés les ancêtres. Donc ça, c'est très très important. Même une fois aussi, on m'avait dit, toi, tu vas apprendre la langue très rapidement. Je dis, ah bon, pourquoi? Ah oui, parce que toi, tu aimes le tarot. Tu manges notre sol. Tu manges notre culture, quelque part. Donc c'est plus qu'une plante. C'est ça que je voulais faire passer.
comme message. Également, lorsque vous cultivez autant de cultivars de tarot, ça vous permet de vous différencier par rapport à votre voisin. Ça vous permet d'avoir des choses que votre voisin n'a pas. Dans les taraudières, c'est un milieu ouvert. Pour accéder à votre bassin de tarot, vous êtes obligé de passer par les bassins des autres. Donc vous pouvez admirer le savoir-faire de vos collègues, de voir si eux ils savent bien cultiver des tarots, et en plus de voir si lui il a des choses différentes. Et s'il a un tarot qui est différent, dans ce cas-là, c'est une manière d'échanger contre autre chose. Et justement, ça, c'est ce dont je voulais vous parler maintenant. Donc, c'est une autre étude qu'on a fait après en continuité. C'est d'essayer de questionner, de comprendre comment est-ce que les gens s'échangeaient l'ensemble de leurs plantes à l'échelle d'une île. Donc, l'île de Vanuatu. Et cette méthode questionne le lien qu'il peut y avoir entre un donneur et le receveur. Donc on a posé qui donne quoi à qui, donc qui donne telle espèce à quelle personne. Donc pour ça on a surtout questionné les gens sur la côte est de l'île de manière exhaustive. Donc on a questionné 150 personnes qui étaient réparties en 16 familles et pour 285 plantes cette fois. Donc pour chaque espèce on a fait l'ensemble des variétés. Donc ça correspondait à plus de 5000 échanges à l'échelle sur cette côte, mais aussi à l'échelle de l'île. Donc ça donne des genres de réseaux d'échanges comme ça, des réseaux sociaux. Donc comme vous pouvez le voir sur ce genre de schéma, on comprend pas grand-chose. Tout le monde échange un peu avec tout le monde. Et justement, ça c'est le travail qu'on a fait avec des mathématiciens pour essayer de comprendre la structuration d'un tel réseau. Là, je vais vous donner uniquement les résultats finaux, sans passer par toutes les équations, etc. De cette analyse qui nous a pris pas mal de temps. Alors, pour mettre au point nos hypothèses, on s'est appuyé sur le fait qu'on est en Mélanésie, et en Mélanésie, on s'est connu pour obéir à un système de type Big Man, c'est-à-dire ce sont des gens, pour gagner, pour devenir chef, cela se gagne et cela ne s'hérite pas. Donc pour devenir un chef, il faut donner plus que les autres. Donc plus on est généreux, plus on distribue, plus on acquiert du prestige. Ça, c'est vraiment le principe de base qu'il peut y avoir dans ce genre de société. Donc les personnes qui sont engagées dans des échanges actifs et réciproques sont plus populaires et considérées comme étant plus prestigieux. Mais comme je vous ai dit, moi ce qui m'intéresse, c'est à la fois le bioculturel, pas seulement ce qui se passe chez les hommes, pas seulement ce qui se passe chez les plantes, mais bien l'intersection entre les deux. Donc je suis allée voir aussi ce qui se passait au niveau des statuts des non-humains, cette fois, encore une fois au niveau des plantes. Et pour estimer, pour comprendre ces caractéristiques bioculturelles, j'ai regardé la manière dont les gens classaient leurs différentes plantes. Ils les classent suivant 3 catégories différentes, soit l'ensemble des tubercules, racines et fruits amylifères, qui est la catégorie la plus valorisée, soit comme plante d'accompagnement, en particulier des feuilles, des légumes qu'on mange avec les tubercules. Et ensuite, une 3e catégorie qu'on mange en dehors des repas, ce sont des fruits ou des noix. Alors le premier résultat qui nous avait au début un petit peu surpris, c'est qu'il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je vais donner à X des semences d'une espèce qu'il va m'en rendre. Et ça, tout simplement, ça s'explique parce que nous sommes dans une société avec une réciprocité multiplexe. Je te donne des semences, mais dans quelques mois, tu vas m'aider à planter mon champ. Donc la réciprocité peut s'exprimer d'une manière différente que par le contre-don direct du même produit. Également, ce qu'on a pu montrer, c'est que les grands donneurs, donc les gens qui étaient considérés comme les plus prestigieuses dans cette société, ne demandaient jamais de plantes aux plus petits donneurs, donc à des gens qui donnaient moins qu'eux, mais à ceux qui donnent plus. Surtout si les plantes
qu'il fallait demander étaient celles qui étaient les plus socialement valorisées, donc celles appartenant à la première catégorie, la catégorie des tubercules, dont fait partie le taro. Alors, qui sont justement ces grands donneurs prestigieux? Donc là, ce sont des gens dont l'accès à la terre est sécurisé. Parce que les gens avec qui on a travaillé sur la côte Est, ce sont des migrants venant d'une autre île. Eux, ce sont les gens qui sont arrivés aussi il y a le plus longtemps dans cette migration. Ce sont des gens dont les droits à la terre sont reconnus par les véritables habitants de l'île. Et avec des plantes qui sont considérées comme les mieux adaptées. Comme ils sont là depuis plus longtemps, ils ont déjà fait tout le travail de sélection entre les plantes qui arrivaient de leur île, qui était beaucoup plus sèche sur cette île humide. Donc toutes les variétés qui n'étaient pas adaptées ont été éliminées au cours du temps. Donc les gens vont leur demander parce qu'ils savent qu'eux, au moins, ils ont les variétés qui subsistent. Ou ça peut être également des gens qui ont accès à des variétés rares ou exotiques. Alors maintenant, que se passe-t-il? Effectivement, on peut se demander si tout se passe bien et si la société va perdurer comme ça au cours du temps. Jusqu'à maintenant, moi je pensais que oui, la société avait l'air assez stable, sauf que j'avais oublié un petit détail comme je vais vous expliquer. Effectivement, la dernière fois où j'y suis allée, là il y a 2 ans, il y a le système qui était en train un petit peu de s'écrouler. C'est-à-dire que les gens ne plantaient plus de taro, mais mettaient soit du bétail à la place, soit plantaient du manioc. Alors pourquoi? Parce que, il me disait-il, une maladie est arrivée et était en train de tuer l'ensemble des taros. En fait, je me suis rendu compte que cette maladie ne tuait pas les taros, certes ça les affaiblissait, ils produisaient moins, mais ça ne les tuait pas. Dans le passé, il y a eu d'autres événements comme ça, où il y a eu un champignon, une algue qui a pu être introduit et qui a donc affaibli les taraudières, mais qui n'a jamais totalement enrayé la culture du taro sur ces îles. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont plus graves qu'avant? Alors une des raisons qui m'a été évoquée, ça a été l'installation des antennes de téléphones portables sur l'île en 2012. Donc pour les gens, en fait, l'installation de ces antennes sont responsables de l'introduction de maladies qui est en train de tuer leur taro. Et en fait, c'est une hypothèse qui est pas si bête que ça, comme vous allez pouvoir voir, qui est totalement vraisemblable. Pourquoi? Parce que lorsque vous introduisez le téléphone portable, vous créez un besoin en devise monétaire. Lorsque vous achetez un téléphone portable, comme vous pouvez le voir, ça coûte entre 30 ou même jusqu'à 600 € par téléphone. Donc ça peut être presque 3 fois le salaire minimum mensuel du Vanuatu. Déjà, il faut investir en téléphone. Ensuite, il faut que vous achetiez des crédits téléphoniques chaque semaine. Ensuite, comme on était sur une île sans électricité, il faut acheter des générateurs pour recharger ses téléphones portables. Il faut acheter également du diesel. Et lorsque vous introduisez le générateur, vous introduisez également du coup la télévision avec des lecteurs DVD, etc. Donc il y a tout un engrenage qui vient de se faire à cause du téléphone portable pour la création le besoin en argent. Donc effectivement aussi ça crée d'autres besoins en téléphone. Par exemple aussi le téléphone ça permet d'augmenter les vols dans les taraudières parce qu'il y en a un qui peut se mettre en haut dans la taraudière, l'autre près du logement de la personne, dire ah ça y est il vient de rentrer chez lui, donc du coup le voleur peut aller lui piquer ses pieds de taro. Enfin il y a énormément de stratégies qui se sont développées depuis l'introduction du téléphone portable, donc ça c'est vraiment intéressant et aujourd'hui pratiquement tout le monde en a un. Mais pour revenir donc à nos tarots, ce qui s'est passé, c'est que comme il y a eu besoin de produire pour acheter des biens de consommation, plus une augmentation également de la densité de population, et ben surtout ces jeunes qui veulent avoir un téléphone portable parce que ça leur permet de s'évader de l'île, se sont retournés vers la pêche, qui est très facile et rapide pour avoir de l'argent.
Et comme du coup ils n'avaient plus de temps à passer dans les taraudières, ils ont préféré planter du manioc autour des habitations plutôt que de crapahuter 1 heure dans les montagnes pour aller jusqu'à la taraudière et planter cette plante qui demande beaucoup plus de soins que le manioc. Donc on peut voir que finalement, effectivement, juste par l'introduction d'un petit outil comme ça, comme le téléphone portable, on a le système qui peut complètement changer. Donc je ne peux pas vous en parler plus aujourd'hui parce que je n'ai pas eu l'occasion malheureusement d'y retourner, mais j'aimerais bien y retourner pour vraiment voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc là je vais conclure. J'aimerais juste faire passer comme message aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment intégré le fait que ce qui est important, c'est que là, on n'a pas une plante qui est seule, mais on a bien un homme, et un homme en société, avec l'ensemble de ses visions du monde, avec ses ancêtres, la plante et le lieu, et que ça forme un système qui est vraiment indissociable et qu'on ne peut pas étudier l'un sans étudier l'autre. Également, on peut se dire, ok, ça c'est ce qui se passe très loin, au Vanuatu, loin de tout, est-ce vraiment utile pour nous? Et c'est vrai que ça c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. On travaille sur des indicateurs bioculturels de résilience pour essayer vraiment de faire remonter ces informations, donc de passer du local au global et de mettre en lien ce qui peut se passer sur le terrain avec ce qui peut se passer dans les instances politiques. Et un dernier exemple, oui, donc voilà, donc en fait, ces agricultures du Sud à petite échelle peuvent nous servir de source d'inspiration. Donc elles proposent vraiment une agriculture créative qui associe bien-être humain et non humain, bien-être humain et environnemental. On peut en extraire des pratiques agroécologiques et effectivement dans un contexte environnemental marqué par la diminution des ressources, ça peut nous apporter des nouveaux modèles d'agriculture. Et pas essentiellement au sud, mais également au nord, comme cet exemple, par exemple, j'aime bien citer cet exemple de John Letts, qui est un Oxfordien, qui est à la fois archéologue, agronome et agriculteur. Alors pourquoi archéologue? Parce que il a été capable de retrouver dans les toits de chaume des anciennes variétés de blé. Il est agronome parce qu'il en a sélectionné les meilleurs et agriculteur parce qu'il les cultive. Et pourquoi est-il allé chercher ces anciennes variétés dans les toits de chaume? Parce qu'aujourd'hui, on ne trouve très peu de variétés de blé avec des longues tiges qui servent à faire les toits de chaume. Hop, la dernière. Et pour également, grâce à ce blé, il a pu produire un pain avec une forte valeur ajoutée. Et tout ceci grâce à un mélange de variétés extrêmement rustiques qui ne nécessite aucun intrant chimique ni de pesticides et qui a une très forte valeur patrimoniale. Voilà, donc ça également, c'était pour vous montrer qu'on peut avoir ce genre d'exemple également au nord, tout près en Angleterre. Voilà, ben je vous remercie pour votre attention. Bonjour, donc vous avez fini votre exposé en parlant de la valeur patrimoniale. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu plus comment vous estimez la valeur patrimoniale d'une variété, qu'elle soit de tarot, de blé ou d'autre chose? Par valeur patrimoniale, c'est par exemple, c'est ce que je vous ai dit, c'est sur l'héritage qu'une variété peut amener au sein du village. Le fait qu'une variété soit nommée par rapport à des ancêtres, ça c'est une valeur patrimoniale. Le fait que la variété soit attachée à un lieu, ça c'est une autre valeur patrimoniale. C'est souvent ce qu'on met le terme héritage, héritabilité derrière le terme valeur patrimoniale. C'est ce lien encore avec le lieu, la plante, les ancêtres. C'est toujours ça qui forme la valeur patrimoniale de la plante. Par exemple, là je travaille en Colombie aujourd'hui dans des villages qui sont beaucoup plus axés vers une culture de rente. Ils travaillent avec du manioc.
je peux vous garantir que le manioc n'a aucune valeur patrimoniale pour eux. Dans le sens où, enfin en tout cas, les cultivars qu'ils utilisent aujourd'hui n'ont pas de valeur patrimoniale. La plante en tant qu'espèce l'a peut-être, mais pas les cultivars. Ils sont capables de changer de variété du jour au lendemain. D'ailleurs, les variétés qu'ils cultivent aujourd'hui sont des variétés très très récentes. Là, vous pouvez estimer que la valeur patrimoniale de leur cultivar est très importante parce qu'on peut retrouver des noms de cultivars qui sont dans les histoires mythiques d'origine de l'île. C'est-à-dire la première fois que le tarot est arrivé sur l'île. C'est un héros fondateur qui est arrivé avec ses variétés et à chaque fois qu'il trouvait une femme avec qui il pouvait se marier, il offrait des tarots, des cultivars et des taraudières. Et on retrouve ces mêmes noms encore cultivés aujourd'hui. Ce sont vraiment des noms anciens qui subsistent. Vous nous avez dit que en fait, ces cultivars étaient principalement utilisés pour la consommation, enfin pas seulement la consommation, et qu'il y avait 90 autres cultivars qui étaient conservés, qui étaient plus je reprends mes notes, une mémoire vivante. Déjà, comment ils sont conservés? Parce que dans un jardin à côté, voilà, la première question, c'est comment ils sont conservés. Et la deuxième, c'est est-ce qu'ils vont régulièrement, est-ce qu'ils vont par moment rechercher dans cette diversité qui existe pour répondre, je ne sais pas, à une attaque de pathogène ou ils veulent installer dans un nouvel endroit un tarot, etc. Est-ce qu'ils réutilisent cette diversité ou c'est uniquement un héritage vivant? En fait, tous les tarots sont cultivés ensemble et totalement mélangés. Même, j'essayais de voir s'il n'y avait pas une cartographie des cultivars au sein des bassins. Alors, c'est sûr que les cultivars qui poussent en 6 mois par rapport aux autres qui poussent en 1 an, ce sont les seuls qu'on plante toujours à l'extérieur du bassin pour pouvoir les récolter plus facilement au bout de 6 mois. Mais sinon, tout est en mélange. Il n'y a pas du tout de structuration. Et même si ils sont gardés pour des raisons culturelles, ils sont consommés également. Hein. On ne va pas les jeter parce que ils correspondent pas aux 6 cultivars en question. Donc ils sont également consommés. Et c'est intéressant votre question sur est-ce qu'ils vont chercher cette diversité, est-ce que c'est vraiment une quête? En l'occurrence, je pense que oui. Pour certains, vous avez toujours au sein d'une société des gens qui sont les garants de cette diversité, qui sont plus collectionneurs que d'autres. Aujourd'hui, comme il y a cette maladie, les gens abandonnent complètement les champs de tarot. Et les seuls qui arrivent à garder des taraudières saines sont des gens qui ont des taraudières à l'extérieur des taraudières principales. Ils ont très vite compris que c'était une maladie et du coup ils essayent d'éviter quand même des transferts de boutures des taraudières malades vers les taraudières saines. Sauf que ils sont quand même très conscients que s'ils ne sauvent pas certains tarots, ils vont disparaître. Et du coup ils vont chercher, dès qu'ils trouvent un tarot qui a l'air sain dans une taraudière et qu'ils n'ont pas dans leur taraudière qui est isolée, ils vont la prendre, ils vont la cultiver dans une sorte de pépinière près de chez eux pour quand même observer le tarot, voir s'il ne va pas devenir malade. Et s'il ne devient pas malade, ils le transfèrent tout de suite dans leur taraudière isolée. Donc il y a en ce moment, il y a un travail de rescue de cette diversité. Mais pas dans un objectif de résistance future aux maladies. C'est dans un objectif d'héritage culturel, de valeur patrimoniale. Il va aller chercher ces tarots-là pour pas qu'ils disparaissent parce que c'est la mémoire du village. Et non pas parce que à l'avenir, ça peut être un gage de sécurité. Mais ce qui est complètement compréhensible, comme je vous ai dit, la diversité génétique en fait est très faible. Et ces tarots qu'on trouve dans le village de Vetungoso, génétiquement, ils sont par exemple très proches de ceux qu'on trouve sur l'île de Samoa. Et sur l'île de Samoa, il y a eu le Phytophthora qui a été introduit. Ça a décimé tous les tarots d'un coup, hein. Tous. Et pourtant, il y avait une diversité morphologique énorme. Mais comme la base génétique était étroite, ça n'avait absolument aucun impact. Donc, s'il y a une introduction d'une maladie, que vous gardiez 96 variétés de tarot ou 3, ça fera le même effet. Est-ce que le changement de culture est dû à une maladie ou uniquement au changement culturel? Je pense que c'est les deux.
Il y a vraiment les deux. Ce que j'essaie de montrer, c'est effectivement, il y a une maladie qui est arrivée, ça, il n'y a pas de doute. Les feuilles sont devenues jaunes, il y a une diminution de rendement, c'est clair et net. Sauf que par le passé, je pense que les gens auraient fait beaucoup d'efforts pour essayer de contrôler cette maladie et de replanter des tarots ailleurs, essayer de mieux de se débrouiller pour contrôler vraiment cette maladie et continuer à en manger parce qu'ils n'avaient pas le choix. Or aujourd'hui, ils ont le choix parce qu'ils ont le manioc, chose qu'ils avaient, et surtout ils s'autorisent. Et l'introduction de cette maladie, en fait, leur a permis de se donner une autorisation pour arrêter de cultiver ce tarot qui leur prenait autant de temps. C'est une sorte d'excuse. Mais la maladie est là et par le passé, ils auraient très bien réussi à l'endiguer comme ils ont toujours réussi à le faire. Donc c'est une combinaison des deux.